Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Dans le numéro précédent de la semaine dernière, nous avons abordé avec le chef d'inspection de l'enseignement technique de la formation et de l'insertion de la région centrale les objectifs visés par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Après lui, nous avons abordé le CAP maçonnerie, le génie civil avec les élèves de l'Institut Pythagore de Sokodé. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les mêmes apprenants, mais cette fois-ci avec d'autres filières, l'électrotechnique, le secrétariat, et on aura bouclé ainsi avant d'aborder avec la semaine qui suivra avec les élèves du collège d'enseignement technique de Pia. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la place de l'électrotechnique du secrétariat dans la formation des élèves de l'enseignement technique. Débat thématique, c'est dans un instant. Quelles sont les vraies motivations des élèves qui s'inscrivent dans la filière électrotechnique? Quand nous disons électrotechnique, c'est tout ce qui est lié à l'électricité. Eh bien, nous avons voulu comprendre et certains élèves ont bien voulu livrer leurs raisons. Quand j'ai eu mon BPC, j'ai un oncle, il m'a dit, comme je sais déjà fabriquer les choses en électricité, je n'ai qu'à aller dans le lycée technique pour faire l'électricité. Comme ça, je serai mieux formé. Donc, j'ai décidé de faire l'électricité. Si j'ai opté à faire l'électrotechnique aujourd'hui, cela m'a été toujours un rêve depuis mon enfance. Donc, c'est en classe de CM1, j'ai commencé à réaliser des petits actes que moi-même, j'ai abouti à une réponse que je serais incapable de démontrer. J'utilisais les petites torches à lampe et j'utilisais aussi les batteries à des portables Nokia pour alimenter des ampoules vert, jaune, rouge, ou même j'arrivais à fabriquer moi-même mes propres interrupteurs à base peut-être des radiateurs, des postes radio. Mais j'arrivais à aboutir à une réponse, mais cela m'était impossible de pouvoir expliquer à quelqu'un comment j'ai procédé à arriver à aboutir à cette réponse. Donc cela m'a poussé à aimer la matière. Jusqu'aujourd'hui, je me sens à l'aise dans la matière, mais je sens que vraiment j'ai des petites difficultés concernant la théorie, mais côté pratique, je sens que j'en sors bien. J'ai opté pour l'électrotechnique car j'ai des grands frères qui sont dans le domaine de l'électricité, qui sont des grandes personnalités du Togo, au Togo, qui gouvernent dans la compagnie énergie électrique du Togo et à la CEB. Bon, j'ai vu leur capacité de travail et comment ils sont importants dans le domaine. Et déjà en seconde, j'ai déjà commencé à gagner des petits jobs pour pouvoir m'en sortir. Ce n'est pas tout on doit demander aux parents. Avec ce que nous gagnons sur le terrain un peu, on arrive à s'en sortir. Donc j'ai opté pour l'électrotechnique. J'ai aimé l'électricité. Un jour on suivait la télé, j'ai vu des filles, soi-disant les électrotechniciens. Et ça m'a plu dans leur tenue, comment ils travaillaient. Un jour aussi j'ai été à la Sûreté, j'ai vu deux filles, comment ils étaient, ils travaillaient. Ça m'a plu. Et j'ai dit, si j'obtiens mon BPC, c'est la technique que je vais faire. Je suis venue dire à mon papa, il m'a dit, donc si c'est ça, c'est bon. Mais lui voit qu'il n'y a pas assez de filles dans la matière. Et il dit, ça m'a intéressé. Donc je veux me battre pour obtenir ce que les autres, si il y a certaines filles qui ont eu le courage d'aller jusqu'à obtenir leur diplôme, moi aussi, je vais les suivre et obtenir mon diplôme un jour. Bien, vous avez compris à travers leurs réponses qu'on ne s'inscrit pas dans une filière, chacun a sa raison, on ne s'inscrit pas dans une filière au hasard, mais il y a un vrai mobile qui pousse les apprenants à s'inscrire dans la filière électricité au
électrotechnique. Dans la filière électrotechnique, eh bien, il y a des matières fondamentales qui doivent être bien maîtrisées par les élèves. L'électrotechnique, c'est une étude profonde d'une installation électrique, tout comme une usine, les usines de transformation de pain et la brasserie. Le système électrique a été fait par les électrotechniciens. Et tout ça, c'est de l'électrotechnique. L'électrotechnique, c'est l'ensemble des techniques qu'il faut pour faire fonctionner une machine ou tout ce qui utilise de l'énergie électrique pour fonctionner. Bon, l'automatisme est une matière qui nous enseigne le déroulement des chemins. Comment on doit faire à aboutir à un chemin et faire les recherches sur les chemins, faire sortir les bons chemins et les réaliser sur le plan, c'est-à-dire si c'est la pratique, comment il faut le chemin d'abord avant la pratique. Donc c'est de ça cette matière nous enseigne. Parlons de la matière de dépannage. Le dépannage est une matière qu'on nous enseigne à ce que, à la fin de notre formation, si nous sortons sur le terrain, si on nous appelle quelque part de venir voir qu'est-ce qui se passe, à ce que nous puissions détecter la panne, quelle que soit l'installation que la personne doit faire, nous sommes en mesure de pouvoir détecter la panne et pouvoir réaménager la situation. En s'inscrivant dans la filière électrotechnique, eh bien, les élèves se sont informés des débouchés probables après la formation. Des débouchés dans le privé ou en s'installant à son propre compte. Nous sommes dans un contexte des énergies renouvelables et un apprenant inscrit dans la filière électricité ou électrotechnique ne peut ne pas maîtriser ces énergies renouvelables. Et à l'Institut Pythagore, nous avons appris que beaucoup de professeurs dans la région centrale ont été formés par une société soutenue par le gouvernement, bien entendu, pour que les apprenants puissent maîtriser cette technologie avant de sortir du système éducatif et de pouvoir s'installer à leur propre compte et rendre service à la nation. On va écouter certains professeurs. Notre formation électrotechnique, c'est une formation qui est pratique. Même si nous avons des modules théoriques, nous nous efforçons de donner l'essentiel à nos apprenants sur le volet pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons très bien que sur le terrain, c'est ce que l'apprenant peut être capable de faire. C'est ce qu'il est capable de démontrer par rapport à ces compétences-là qui doit lui permettre de pouvoir s'en sortir sur le terrain. Pour avoir de l'électricité, nous avons plusieurs sources. Nous avons des énergies non renouvelables et nous avons des énergies renouvelables. Si nous prenons le volet d'énergie non renouvelable, ça, nous parlons de la production en utilisant les ressources épuisables. Une des ressources épuisables, nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons l'uranium, du fioul. Nous prenons des apprenants du cycle BT. Sur le cycle BT, ils ont 2 ans, donc la première année, la deuxième année. Donc nous leur donnons ces notions sur les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, en 2 ans. Donc nous avons des modules théoriques et pratiques. Donc concernant les modules théoriques, nous parlons de la généralité, puisque toute énergie, quelle que soit sa production, donne de la lumière. Donc nous parlons de la généralité sur l'électricité. Nous attaquons l'effet photovoltaïque pour annoncer comment, à partir des rayons du soleil, produire de l'énergie et gérer l'utilisation de cette énergie. Nous attaquons aussi l'installation en différentes composantes qui composent ce système, en parlant du module PV, les éléments de conditionnement qui sont les régulateurs et les onduleurs, et enfin les récepteurs.
nous le mettons en pratique parce que l'ONG là nous a donné aussi ce matériel pour la pratique dont nous le faisons. Et les apprenants aussi vivent ça, cette réalité. Nous, on a été formés d'abord par une entreprise et nous sommes venus former 600 techniciens. Dont vos élèves? Oui, la plupart de nos élèves qui ont des notions en électricité, CAP, BT et BAC. À Sokolo ici, on était 13 collègues à être sollicités par rapport à cette formation qui a duré 3-4 mois. Donc la remise des attestations a eu lieu tout récemment, le 8 janvier passé. Donc nous avons outillé ces apprenants-là à l'utilisation du système PV pour faire le pompage, pour stocker l'énergie, etc., etc., etc. D'une filière à une autre, nous quittons l'électrotechnique pour tomber sur le secrétariat. Vous savez que c'est une filière très féminisée et à l'Institut Pythagore, où cette filière existe effectivement, nous avons posé la question aux apprenants s'ils connaissent, ou si elles connaissent, puisque la plupart sont des filles d'ailleurs, si elles connaissent les qualités techniques et morales, les valeurs que doit porter une secrétaire pour être bien opérationnelle sur le marché du travail. On va les écouter. Ce qui a motivé mon choix, c'est que j'ai voulu, après le BT, être une secrétaire dans une ONG. Une bonne secrétaire doit être simple, courtoise, sympathique. Une bonne secrétaire doit être sympathique, souriante pour bien accueillir les visiteurs. Son habillement doit être décent. Elle doit respecter ses patrons. Elle doit séduire aussi son patron? Non. Une bonne secrétaire doit être simple, elle doit être courtoise, sympathique, elle doit être souriante, elle doit bien accueillir les visiteurs sans distinction aucune. Et elle doit s'habiller normalement, elle doit s'habiller décemment. Concernant toujours le secrétariat, que diront les aînés, ceux qui ont déjà, qui sont passés par le secrétariat, qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, et que disent les professeurs qui enseignent dans la filière secrétariat par rapport aux débouchés et par rapport aux qualités attendues d'une bonne secrétaire? Au début, ce n'était pas du tout facile pour moi, mais avec le temps, j'ai compris que le secrétariat, c'est un métier que Dieu m'a donné et que je devrais mettre toutes mes potentialités pour y réussir. À l'école, nous avons utilisé le matériel de dactylographie et on a utilisé aussi les ordinateurs. Ce qui m'a plus aidé, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi en faisant quoi? J'étudiais beaucoup. Et à chaque fois que je gagne une épreuve, je la partage avec mes collègues afin qu'on puisse traiter ça et puis sortir une solution. Quand j'ai reçu au BT, je suis allée pour faire le stage. J'ai vu que la pratique est bien différente de la théorie. Quand j'ai commencé le stage, tout ce qui était écrit dans le cahier, c'était catégoriquement différent de ce que je voyais sur le terrain. Et maintenant, je vois que au niveau du côté secrétariat, on utilise plus l'Internet. L'Internet est plus utilisé. On peut envoyer... à l'école, je n'avais jamais utilisé ce qu'on appelle le mail. D'aller télécharger un mail, l'enregistrer, aller traiter et puis le tirer. Mais j'ai vu que sur le terrain, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise dedans. Alors, ça veut dire que tu as dû faire une formation complémentaire alors? Modulaire complémentaire? Je n'ai pas fait une formation modulaire, mais je me suis battue sur le terrain lors de mon stage. Je m'étais donné complètement pour réussir et aujourd'hui gagner ce que je suis. Si tu as un patron, tu as un chef qui est homme, tu dois t'habiller décemment pour bien... Et puis notre manière de s'asseoir aussi au bureau, on doit se respecter. Moi, j'ai eu la chance de croiser une patronne et non un patron qui me conseille plus. Au début, je m'habillais en désordre, mais avec le temps, on m'a dit que non, tu dois t'habiller comme ça pour bien protéger ton corps. Plus à chaque jour que Dieu fait, nous avons plus des visiteurs qui viennent nous rendre visite là-bas. Donc, je vois que la secrétaire est l'image aussi de l'entreprise.
Alors, tes conseils donc à tes petites sœurs aujourd'hui qui sont sur les bancs et qui vont te rejoindre sur le marché du travail demain? Je demande à mes petits frères, à mes petites sœurs de se donner plus au travail et de laisser le plaisir de côté. Après tout, il y a le plaisir. Une bonne secrétaire doit avoir de bonnes qualités, à savoir des qualités physiques, une bonne santé d'abord, apte à exercer ce métier. Et parlant des autres qualités, la secrétaire ou le secrétaire doit avoir un bon moral, et une bonne mémoire, gentil, souriant, accueillant, surtout du côté vestimentaire comme vous l'avez demandé. Le ou la secrétaire doit s'habiller décemment et de la manière à ne pas faire exciter les gens, puisque le secrétariat, c'est un poste où tout le monde visite. Et donc, il ne faudrait pas porter des vêtements courts, des vêtements qui vont laisser le corps dehors. Il arrive que une ou un secrétaire soit désordonné dans le rangement de ses documents. Là, peut-être, ça peut être un cas particulier. Je ne dirais pas que c'est une manière pour tous les secrétaires. Parce que nous avons dans nos enseignements une matière que nous appelons la matière de classement de documents. Dans cette matière, nous enseignons comment classer les documents, les dossiers, les lettres, etc. Et nous avons différents ordres de classement. Et si je vais dire les ordres fondamentaux, dans les ordres fondamentaux de classement, nous avons le classement alphabétique que nous les apprenons, le classement numérique, le classement idéologique. Et dans les ordres dérivés, nous avons d'autres ordres comme le classement chronologique, le classement géographique, et le classement alphanumérique et d'autres encore. Donc c'est dire que nous enseignons comment classer les documents au bureau. Dans la formation de nos apprenants, nous les formons théoriquement et pratiquement. Si je dis théoriquement, les apprenants reçoivent des cours théoriques et ils reçoivent aussi des cours pratiques. Les cours pratiques, ça se fait sur les machines, sur les ordinateurs. Et dans le temps, c'était les machines mécaniques, dactylographiques, mais maintenant, c'est les ordinateurs. Donc, c'est les deux volets que vous pouvez trouver ici à IPP Pythagore Socodé. J'ai beaucoup d'élèves ou d'apprenants qui ont suivi nos formations et qui sont aujourd'hui en activité. Comme conseil pour nos apprenants, c'est que la vie n'est pas facile. Il faut se donner avant de devenir quelque chose demain. Donc si ils voient aujourd'hui, nous sommes devant eux en train de les dispenser des cours, nous sommes passés par leur chemin. Et c'est que on a assimilé tous les conseils que nos enseignants aussi nous ont donnés. Et c'est ça le fruit aujourd'hui. Donc c'est mon mot pour eux, c'est d'apprendre bien les cours qu'on leur donne et de faire les recherches. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui est à grands pas, donc sur l'Internet, sur les appareils WhatsApp. Partout, nous avons des informations. Et faire des stages aussi. Les stages, ça aide beaucoup. Pendant les vacances, nos apprenants doivent faire des stages. Les parents, j'exhorte les parents à les motiver aussi à la maison ou à leur donner le temps de faire les stages pendant les vacances. Ce qui m'a motivé à faire la G2, c'est que j'étais tellement douée dans les mathématiques. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai eu mon BPC. Et puis, comment les gens parlent de choses. Comment les gens parlent du lycée technique, des développements, comment ça les permet à évoluer aussi dans la vie active.
C'est ça aussi qui m'a permis de venir faire la G2. D'autres élèves qui ont fait la G2 ont dit des choses qui m'ont plu et je suis venue pour faire parce que j'étais tellement douée en mathématiques. Un comptable peut s'installer à son propre compte si la personne a vraiment des sous pour pouvoir embaucher les gens qui sont en train de chercher du travail, quoi. En disant, un comptable aussi peut ouvrir une petite entreprise. La comptabilité a de l'avenir dans le pays parce qu'on est en train de moderniser tous les secteurs et chaque entreprise a besoin d'un comptable pour mieux mener ses activités. Presque toutes les entreprises qui sont bien assises ont besoin d'un comptable, utilisent les comptables, les services d'État comme les ONG et toute autre entreprise. Parce qu'une entreprise, une organisation non gouvernementale, quand elle a ses fonds, elle doit les gérer. Et c'est un comptable qui peut bien les gérer, qui peut mieux planifier la gestion de ses fonds. Sans ça, cette entreprise, tout à l'heure, va fermer ses portes. Nous leur demandons de faire des stages pour voir concrètement ce qui se passe dans les entreprises. Parce que au début, avec l'enseignement qu'on reçoit, ne permet pas à un élève, après son bac G2, d'être un comptable dans une entreprise. Il doit faire une entreprise et voir la réalité de l'entreprise pour mieux faire la gestion. Mais avec le nouveau programme qu'on vient d'entamer, au moins cette année en seconde, jusqu'en terminale, ces élèves à la sortie quand même peuvent se débrouiller dans les entreprises avant qu'on les ajoute les autres formations. La direction ainsi que nous les professeurs, nous devrons nous tous s'unir pour les chercher les stages en les guidant vers les entreprises. Et s'il te dit qu'il a déposé un dossier ici, vous pouvez aussi passer dans cette entreprise pour plaider pour que cette entreprise l'accorde ce stage pour mieux se perfectionner. Le bac G2 donne la qualité d'être un comptable. Alors à la sortie, après son bac G2, s'il doit être utilisé dans une entreprise, il peut être utilisé comme un comptable, un caissier, secrétaire, ainsi de suite. Donc, mais après, s'il décide de continuer donc, les études supérieures, il aura d'autres qualités. Et au même moment, un bac G2 aussi, il peut créer une entreprise pour elle-même et pour pouvoir la gérer. Comment vous expliquez que le genre féminin est dominant dans les séries G2, dans les écoles de formation professionnelle? Oui, parce qu'au début, on avait pensé que le travail du comptable est confié seulement aux hommes. Maintenant, aujourd'hui, les filles ont compris qu'elles peuvent faire le travail que les hommes peuvent le faire. C'est pourquoi maintenant, les filles s'intéressent en comptabilité, pour la comptabilité dans les séries de formation. On regarde aussi la réussite des autres femmes dans le domaine, ce qui encourage les autres filles à emboîter le pas. Bien, nous allons clôturer cette rubrique débat thématique sur une note de doléance que les professeurs ont bien voulu exprimer. Que ce soit en maçonnerie, que ce soit en électricité ou en électrotechnique ou en secrétariat ou même en comptabilité, nous avons donné l'opportunité aux enseignants, aux professeurs, aux formateurs de l'Institut Pythagore de Sokodé d'envoyer de toute façon de transmettre leurs doléances à l'autorité qui gère l'enseignement technique et la formation professionnelle pour voir leurs conditions de travail améliorées. Nous avons, en tant qu'enseignants, tout d'abord, nous avons besoin de recyclage. Nous avons besoin de ces recyclages-là parce que le monde évolue très rapidement sur le plan technologique. Et ces recyclages-là, c'est-à-dire ces formations continues-là, ou bien ces stages, vont nous permettre, en tant qu'enseignants, d'être, disons, en phase avec ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que dans la vie pratique. Et maintenant, nous allons pouvoir intégrer maintenant disons, ces nouvelles compétences que nous allons découvrir au cours de ces séances de recyclage, au cours de ces stages-là. Nous allons réintégrer ça à nos formations pour que nos apprenants puissent en bénéficier. Maintenant, concernant disons, le matériel, notre doléance va à l'endroit, c'est-à-dire que nous plaidons à ce que nos autorités puissent nous doter de matériel de dernière génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore des choses qu'on doit vraiment régler. Parce que
ce que nous faisons actuellement, quand nous allons dans les industries, dans la vie pratique, il y a un déphasage. Donc il faudrait qu'on mette ces moyens-là pour que la formation des apprenants soit à la pointe de la technologie. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des changements dans la filière comptabilité, presque dans toutes les filières de comptabilité, et l'État forme les enseignants qui sont du public. Alors notre souhait serait que cette formation-là soit étendue aux professeurs des établissements privés, parce que si nous prenons les statistiques, la plupart des élèves sont formés par les établissements privés. Il faut que ces jeunes aussi puissent bénéficier de ces formations pour mieux faire le travail. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette rubrique débat thématique. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation qui va porter sur la menuiserie et la plomberie au collège d'enseignement technique de Pia, où nous sommes allés découvrir de très belles choses pour vous, pour permettre aux apprenants de s'inscrire dans les filières enseignement technique, formation, pour faciliter leur insertion professionnelle. Nous sommes dans la dernière rubrique de l'émission Débat Éducation avec ma collègue Dodo qui vous présentera l'actu éducation et agenda éducation. Dodo, bonsoir. Bonsoir Marcel. On est à vous. Alors, comment faire du théâtre un moteur de l'apprentissage? La question a été élucidée au colloque international Théâtre et Éducation. La rencontre a permis à l'ensemble des acteurs de l'Université de Lomé d'échanger sur la question et de voir dans quelle mesure former les spécialistes de l'enseignement du théâtre à transmettre des compétences dramaturgiques aux apprenants. L'Université de Lomé veut mettre en place un master professionnel dénommé Théâtre et Éducation. L'idée est de former du personnel capable d'utiliser le théâtre pour trouver des solutions aux problèmes socioculturels, économiques et éducationnels. Ce colloque international vient donc baliser la voie à cet important projet qui veut faire de la dramaturgie le vecteur de l'apprentissage. L'objectif principal, c'est de faire le point sur les méthodes d'enseignement du théâtre-éducation. Le théâtre-éducation n'est pas destiné à former que des comédiens, des acteurs, mais aussi à former des spécialistes de l'enseignement du théâtre, de l'utilisation du théâtre à des fins d'apprentissage dans toutes les disciplines. Et il est important que nous fassions un peu le tour de la question de l'enseignement de cette discipline qui est très développée déjà dans beaucoup de pays à travers le monde. La notion de théâtre-éducation met l'accent sur l'importance de l'expressivité personnelle et davantage sur la place de l'imagination et des sensations dans l'approche de tout apprentissage. Tous les domaines de l'éducation sont donc concernés. Cette nouvelle filière est d'une importance capitale pour les autorités universitaires. Le théâtre joue un rôle très important dans l'éducation. Et même ce master peut-être va aller même plus loin, où on va intégrer donc le théâtre dans l'éducation, depuis même le préscolaire jusqu'à l'université. Parce que c'était une matière longtemps abandonnée, c'est-à-dire négligée. Or, le théâtre a vraiment un rôle à jouer. Ça permet à l'étudiant de s'épanouir, ça permet à l'étudiant d'avoir toutes les capacités pour apprendre, se développer de façon générale. Plusieurs dramaturges et professionnels du théâtre venus des 4 coins du monde sont présents à ce grand rendez-vous de Lomé. De leurs échanges vont sortir des idées susceptibles de faire de l'art théâtral un levier de développement du Togo et partant du continent africain. Il y a 3 ans, le projet CAP-ED a été mis en place pour rendre l'enseignement technique plus professionnel et promouvoir les filières innovantes. Les différents acteurs impliqués ont partagé les résultats issus des 3 ans de mise en œuvre de ce projet. L'enseignement technique se modernise. Une nouvelle stratégie est définie avec l'UNESCO pour rendre ce secteur de formation plus professionnel.
Le projet CAP-ED a donc été lancé en 2017 à cet effet. Après 3 ans de mise en œuvre, les résultats obtenus sont encourageants. Nous nous sommes attelés à faire en sorte que des filières innovantes, porteuses d'emplois, puissent être promues et valorisées davantage. Et dans nos pays, il y a des clichés. On envoie les enfants à l'enseignement technique lorsqu'ils ont échoué dans l'enseignement général. Et cela, nous voulons que ça change. Dans la politique que nous avons proposée en travaillant avec le ministère, c'est que l'enseignement technique et la formation professionnelle doivent être un choix, une ambition professionnelle pour les jeunes qui y vont. Et donc, par conséquent, il faudrait leur faire des offres techniques et professionnelles qui répondent au marché de l'emploi et qui réellement répondent aux besoins des formations de ces jeunes-là. Le projet CAP-ED Togo, financé par l'UNESCO, va assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage à tous. Pour le gouvernement, tout sera mis en œuvre pour que les objectifs du CAP-ED soient atteints. Des dispositions sont prises afin d'offrir plus d'opportunités d'accès aux structures de formation professionnelle et d'y améliorer la qualité technique des apprenants. Le développement des compétences au profit des jeunes en décrochage scolaire ou non, des adultes analphabètes ou non, déjà installés dans des secteurs d'activité économique, mais sans qualification appropriée, est une des préoccupations du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essor-Zimna Gnassingbé. Le CAP-ED prendra fin en 2021. Il permettra d'ici là d'augmenter le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences techniques dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'éducation aux personnes vulnérables. Depuis 2018, 32 écoles primaires de l'ENI-Notien bénéficient d'un projet d'éducation inclusive piloté par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Après 2 ans de mise en œuvre, la CNTEPT a réuni pour une revue à mi-parcours les acteurs et partenaires. L'objectif était de recueillir leurs avis et suggestions pour améliorer la mise en œuvre de l'année 3 du projet. Il nous en souvient que ce projet a été lancé et a démarré en janvier 2018. Et il vient de faire presque 2 ans d'activité. Il était normal que nous puissions nous arrêter pour évaluer tout ce que nous avons fait et évaluer les activités que nous avons léguées à tous les partenaires de mise en œuvre et voir ce qui a marché, ce qui mérite d'être conservé, renforcé, voir ce qui n'a pas marché, voir pourquoi cela ne l'a pas été et voir comment il fallait remédier à cela et pouvoir voir quelles sont les initiatives qu'il faut mettre en place pour pouvoir redynamiser l'action qui va se finir en 2020. Nous avons lancé un débat et ces débats ont été caractérisés par la présentation des activités que nous avons menées au vu du cadre logique que le projet a élaboré et des déclinaisons que nous avons données aux organisations des personnes handicapées qui sont sur place. Et nous avons fait passer plusieurs communications sur la réalisation faite à chaque niveau. Et nous allons poursuivre maintenant avec des petits travaux en atelier pour recadrer et sortir un plan d'action qui sera distribué à tous les partenaires de mise en œuvre pour des orientations pour l'année à venir. Et en ce qui concerne l'ENS, le projet portant sur l'éducation inclusive a été d'une importance remarquable, étant donné qu'à partir de ce projet, sur le plan comportemental, on a déjà que la sensibilisation faite par la CNTEPT a porté ses fruits. Donc les formateurs sont déjà sensibilisés et ils relaient les informations reçues lors de ces formations aux autres collègues. En même temps, on remarque qu'au niveau des infrastructures, des rampes ont été mises en place par la coalition, appuyée par CBMGIZ. Donc des rampes ont été construites
Également, des tricycles ont été mis à la disposition des handicapés moteurs pour leur faciliter le déplacement au sein de l'institution. Donc c'est des efforts déjà louables à mon sens. Ce qu'il y a lieu de faire à mon sens maintenant, c'est de multiplier les sensibilisations et de concrétiser déjà les actions mises en place afin que les objectifs visés puissent être atteints. C'est le plus important à mon sens. Je ne doute pas de l'atteinte des objectifs, je suis certaine, puisque les efforts sont déjà menés, les dispositions sont là, les capacités sont en place. Donc je suis sûr que tous ces efforts conjugués permettront l'atteinte de cet objectif. Après plusieurs tournées dans le septentrion, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a entamé une nouvelle tournée dans la région des Plateaux. Il a échangé avec l'ensemble des acteurs sur le système éducatif dans la région. Le ministre Afo Achadedji des enseignements primaires et secondaires au contact de la communauté éducative, notamment personnel d'encadrement et bien d'autres acteurs du système pour mieux s'enquérir des réalités du terrain. À cette étape de la région des Plateaux, le ministre a mis l'accent sur la nécessité pour les enseignants d'offrir un meilleur service éducatif pour améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Des échanges pour également réfléchir sur les mécanismes susceptibles d'appeler tous les enseignants à jouer leur partition pour significativement accroître chaque année le taux de réussite des apprenants. Nous avons énuméré 16 enjeux et nous avons demandé aux enseignants comme aux inspecteurs l'implication de tout un chacun et en se concertant qu'on peut arriver à de bons résultats. Malgré tous ces efforts que effectivement l'État fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est en se concertant, en impliquant tout le monde dans ce secteur éducatif qu'on va arriver aux bons résultats. D'autres questions ont été également abordées, notamment la dotation de certains établissements de matériel pédagogique pour renforcer leur capacité opérationnelle ainsi que des actions à mettre en place pour améliorer le programme d'enseignement dans les préscolaires. La remise symbolique de cette mallette pédagogique qui contient du matériel d'enseignement lance donc les couleurs pour l'amélioration des enseignements primaires et secondaires voulus par le ministre qui prône la qualité du système éducatif dans le pays. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle en collaboration avec l'ONG Berceau d'Avenir a organisé le 31 janvier dernier une journée porte ouverte sur l'apprentissage. Apprentis, patrons et spécialistes du domaine ont échangé sur des thèmes pertinents visant à susciter de l'intérêt pour les différents métiers porteurs de ce sous-secteur de formation. L'apprentissage est plus qu'une question de personnes déscolarisées. Les experts du domaine ont expliqué de fond en comble aux jeunes le capital humain important que représente ce sous-secteur de formation dans la société. Ils insistent sur le fait qu'apprendre un métier est une chose et être une main-d'œuvre qualifiée en est une autre. Il faut prendre des dispositions au niveau des apprenants, qu'ils prennent conscience que l'apprentissage n'est pas la dernière voie de réussite. Ce n'est pas une voie de garage, bien au contraire. Ensuite, il faut que la formation soit de qualité. Au Togo, l'apprentissage est sanctionné d'un certificat de fin d'apprentissage CFA, un diplôme délivré par l'État. La lumière a été faite sur la valeur de ce diplôme et la nécessité pour chaque apprenti en fin de formation d'en disposer. Beaucoup en ont reçu à cette occasion. Avec ce diplôme, je vais ouvrir mon atelier pour avoir des apprentis et apprendre aussi ce que ma patronne m'a appris à faire. J'étais moi-même un patron, mais je me suis encore formé pour obtenir ce diplôme. Ce diplôme me donne encore plus de valeur et je suis désormais connu par l'État en tant que menuisier allure. C'est un diplôme très important pour eux parce que ça leur permet de s'installer et aussi de pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi, que ce soit sur le territoire national, que le territoire sur un autre territoire. Et aussi, après ce diplôme, ils peuvent aussi intégrer la fonction publique par le biais des concours ou bien s'installer à leur propre initiative. À l'ère où le numérique prend la place dans la société, l'État s'active à moderniser le secteur.
Les chambres régionales de métiers prennent l'initiative de renforcer les capacités des artisans et beaucoup le croient, l'artisanat a de beaux jours devant lui. Le Premier ministre Comissé Lomklassou a offert plus de 800 tables bancs et de matériel de bureau aux apprenants des 4 communes de la préfecture de Hao à Notien. Un geste du chef du gouvernement pour renforcer l'éducation dans le milieu. Les apprenants de la préfecture de Hao dans les bonnes grâces du Premier ministre, chef du gouvernement. 822 tables bancs ajoutés à une imprimante haute de gamme et un scanner. Voilà le don offert par Dr Commissaire Lomklassou, soucieux du devenir de ses élèves de la préfecture de Hao. Je remercie son Excellence le Premier ministre pour nous avoir offert cette table banc pour nous mettre à l'aise en classe, pour mieux travailler en classe et pour réussir en fin d'année. Rappelant la déclaration de politique générale du chef du gouvernement devant le Parlement, politique dont l'accent est davantage mis sur l'enseignement scientifique et les formations professionnelles et techniques, ainsi que la valorisation de l'apprentissage et des compétences en vue de promouvoir l'auto-emploi et l'employabilité des femmes et des jeunes, le préfet de Hao trouve dans ce don du Premier ministre une énième réalisation de l'action gouvernementale dans le Hao. Pour le premier degré, 26 bâtiments scolaires pour 78 salles de classe ont été construits. 4 édiles ont été reconnus par l'État. 62 249 élèves ont bénéficié du projet School Assure. 10 783 élèves bénéficient de la cantine scolaire. Au second degré, 25 bâtiments scolaires pour près de 100 salles de classe ont été construits. Sur 5 CGIL, 4 sont transformés en CG officiels. De nouveaux lycées ont été créés. Le nombre de bénéficiaires de School Assure au second degré s'élève à 29 653 élèves. Comme si cela ne suffisait pas, notre frère, notre fils, notre Premier ministre revient ce matin avec un élément important, voire indispensable dans la formation et l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, des tables bancs. Ces tables bancs iront aux écoles des 10 communes de la préfecture de Hao. Le directeur de cabinet représentant le ministre de l'enseignement primaire et secondaire trouve dans cette œuvre de bienfaisance la matérialisation de l'axe 3 du plan national de développement PND et qui vient s'ajouter aux multiples dispositions déjà en cours dans les écoles, entre autres, School Assure, les cantines scolaires et la suppression des frais de scolarité au cours primaire, ce qui a eu pour effet l'augmentation des effectifs et la réduction des abandons. Cette action va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage et de réussite des élèves. Or, lorsqu'on lance un regard sur l'axe 3 du plan national de développement, et on ne peut pas y arriver sans faire un clin d'œil aux élèves qui sont aujourd'hui des apprenants, mais qui ont à prendre en main la destinée de la mise en œuvre de cet axe 3 du plan national de développement. Aux apprenants, le Premier ministre a expliqué les raisons qui ont motivé l'action, faire d'eux les artisans de la construction du Togo de demain, les inciter à l'endurance et à l'abnégation dans les études. Il a également annoncé la construction d'autres bâtiments scolaires dans plusieurs communes de Hao. C'est pour apporter un peu de matériel dans vos écoles et établissements scolaires pour pouvoir répondre un tant soit peu aux besoins exprimés. Tout ceci n'a été possible que grâce au président de la République, j'ai nommé son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Chers enfants, chers élèves, chers apprenants, vous nous voyez aujourd'hui devant vous. Nous avons fait les écoles que vous fréquentez aujourd'hui.
Et si Dieu a permis à ce que nous puissions nous exprimer aujourd'hui en qualité de chef de gouvernement, Premier ministre, cela veut dire, chers apprenants, que demain, vous le pouvez aussi. Ce n'est pas seulement être ou devenir chef de gouvernement. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Mais il y a un seul point de passage. Le seul et unique point de passage, c'est d'aller à l'école. Donc c'est un geste que nous posons pour pouvoir vous inciter à apprendre, à étudier, parce que je souhaiterais, et c'est ça le vœu de tous les parents, conformément à un adage du terroir qui dit « Ce que le papa n'a pas pu faire, ce que maman n'a pas pu faire, il faut que l'enfant le fasse. » Alors, chers apprenants, je voudrais vous demander, avec insistance, d'être assidus à l'école, d'avoir le goût du travail, pour que demain, vous puissiez être la relève de ce pays. Et donc la relève pour la préfecture. Au nom des populations de Raro, le chef canton de Notien, Togui Agokoli 4, a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement pour ce geste, selon lui, exceptionnel en faveur de l'éducation dans le Raro. Une action qui ne serait pas la dernière, puisque le Premier ministre a également annoncé, en faveur des femmes de Raro, l'élargissement du nouveau marché de Notien avec une structure de premiers soins. Dans l'agenda éducation, la rencontre des 10 ans du Fonds de la société civile à laquelle la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous devrait prendre part est reportée à une date ultérieure à cause du coronavirus. La rencontre était prévue à Dakar. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission Débat Éducation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous avec d'autres thématiques d'enseignement technique, de la formation et de l'entrepreneuriat que nous avons tourné au collège d'enseignement technique de Pia. Alors, et là, vous allez découvrir beaucoup de filières, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie, le génie civil et beaucoup d'autres choses pour permettre aux jeunes de comprendre aujourd'hui que la voie royale pour pouvoir s'insérer plus ou moins facilement sur le marché du travail, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Merci à vous et à la prochaine. Bye bye.